Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à cette session sur l'autonomie économique des femmes et la solidarité francophone. Nous sommes ici pour mettre en lumière le fonds, la francophonie avec elle, un dispositif essentiel pour soutenir les femmes et les filles les plus vulnérables de l'espace francophone. Aujourd'hui, nous allons explorer comment ce fonds impacte concrètement les communautés et pourquoi le soutien du secteur privé, notamment à travers des partenaires comme Total Energy, est crucial pour son succès. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame Delphine Couven-Matsumoto, coordinatrice du fonds La Francophonie avec elle à l'OIF. Elle est spécialiste des droits de l'homme et docteur en droit international. Elle joue un rôle clé dans la mise en œuvre de ce dispositif qui soutient les femmes francophones vulnérables. Soyez la bienvenue. Merci infiniment d'être avec nous, Delphine. Bonjour à tous. Autre invitée à nos côtés, Guillemette Vuillard, Madame Guillemette Vuillard qui est avec ECPAC France, qui soutient notamment les jeunes filles malgaches survivantes de violences sexuelles à travers des projets comme le Cybercafé Solidaire e-Surf, financé par ce fonds. Soyez la bienvenue, Guillemette. Oui, bonjour, merci beaucoup. Et notre autre invité à nos côtés est cher Omar Diallo, représentant de Total Energy, partenaire financier majeur du fonds, avec 20 ans d'expérience dans l'énergie en Afrique. Cher Omar est aujourd'hui engagé dans le comité d'éthique de Total Energy et il contribue à l'alignement de l'entreprise avec des projets de responsabilité sociale. Merci à vous d'être avec nous, cher Omar. Bonjour et merci de nous avoir invités également. Un plaisir partagé. Merci. Alors, on va justement expliquer à ceux qui nous regardent aujourd'hui ce qu'est ce fonds avec vous, Delphine. Quelles étaient les motivations initiales à la création du fonds La Francophonie avec elle? Alors, la francophonie avec elle a été créée pendant la pandémie de Covid-19 pour apporter une aide concrète et rapide aux femmes qui ont été durement impactées par la crise sanitaire. Vous savez, vous vous rappelez, beaucoup de femmes ont perdu leur emploi, beaucoup de femmes n'ont pas pu aller travailler, ont subi des violences pendant cette période et le fonds avait vocation à apporter cet appui pour l'autonomisation des femmes pendant cette période. Et au regard des résultats, ce fonds a été pérennisé après 4 années d'existence et il est extrêmement porté aujourd'hui sur l'autonomisation économique des femmes. Alors, quels sont les résultats concrets que l'on peut avancer aujourd'hui et que l'on a observés depuis le lancement du fonds en 2022, notamment en termes de développement économique des femmes bénéficiaires? Alors, parmi les résultats, donc aujourd'hui, depuis 2020, nous avons soutenu 286 projets mis en œuvre dans 30 pays de l'espace francophone et tous les projets ont touché près de 80 000 femmes. 80 000 femmes, c'est 80 000 femmes que nous avons libérées de la violence, à qui nous avons appris un métier, à qui nous avons apporté des formations. Et c'est au-delà des chiffres, finalement, c'est des vies que nous avons transformées. On l'a vu sur le terrain, avec de simples sommes, nous pouvons vraiment changer la vie de ces personnes. Par exemple, j'ai l'exemple de Morgan au Congo, avec 100 € que l'association N'est pas d'avenir lui a versé. Elle a été accompagnée, elle a créé une activité, elle a acquis une parcelle de terre, puis elle a cultivé le manioc, après elle a épargné, elle a acquis une nouvelle parcelle de terre et aujourd'hui, après 3 années à la fin du projet, elle nous a dit qu'elle avait multiplié par 10 ses revenus. Et aujourd'hui, cette femme a une activité prospère. Elle emploie même des saisonniers pour l'aider. Donc, on voit vraiment la mesure de ce fonds parce qu'il agit au plus près des populations. On accompagne des organisations de la société civile pour mettre en œuvre des projets de terrain qui répondent aux besoins des femmes, qui connaissent leur réalité sur le terrain. Et surtout, ce qui est vraiment extrêmement important, c'est qu'au-delà de cet appui financier, les femmes gagnent à la fois de l'estime, elles ont confiance en elles, elles sont capables finalement d'affronter des crises, elles sont plus résilientes et elles gagnent le respect de leurs conjoints, de leur famille et elles contribuent à la communauté. Et ça, c'est vraiment des résultats concrets que le fonds La Francophonie avec elle a atteint. On a organisé plus de 15 000 actions de sensibilisation sur l'égalité femmes-hommes dans ces pays et plus de 17 000 activités génératrices de revenus.
Voilà un petit peu les résultats de manière globale du Fonds La Francophonie avec elle. Et comment sont sélectionnées les ONG ou les associations locales qui bénéficient de ce fonds? Alors les associations sont... Donc il y a un appel à projet annuel qui est lancé. Et cette année d'ailleurs, nous venons juste de publier les résultats de la 5e édition. Nous avons sélectionné 36 projets mis en œuvre dans 24 pays de l'espace francophone. Mais nous avons reçu plus de 1800 projets. Donc vous voyez la proportion entre les attentes et ce que nous sommes en mesure d'apporter comme solution reste quand même assez modeste. Mais finalement, c'est quand même, voilà, le besoin est là et nous souhaitons vraiment amplifier notre action. Donc pour revenir à votre question, excusez-moi, sur la sélection des projets, nous avons donc une plateforme où les organisations de la société civile soumettent un projet qui doit répondre aux objectifs du fonds. Tout d'abord, encourager la participation et l'inclusion des femmes à la vie économique et sociale, c'est-à-dire faciliter l'accès à la terre, faciliter l'accès aux soins, faciliter l'accès au financement. Le deuxième objectif, c'est d'accroître la formation professionnelle pour l'insertion professionnelle. On se rend compte que pour qu'une femme puisse gérer une activité, il faut qu'elle soit formée à le faire. Par exemple, dans beaucoup de projets, nous avons formé les femmes, par exemple, à la pâtisserie. Et après, on leur a fourni le four pour qu'elles puissent vendre leur pâtisserie. Et elles ont aussi suivi des cours de gestion, de marketing pour pouvoir vivre de cette activité. Et le troisième objectif, c'est développer les activités génératrices de revenus. Donc lorsqu'on répond à ces objectifs, après, il y a un comité de sélection qui se réunit et qui est présidé par l'administratrice de l'Organisation internationale de la francophonie et qui sélectionne les meilleurs projets, les mieux notés, puisque nous avons un système de notation à la fois par nos représentations extérieures de l'OIF, mais également dans l'unité égalité femmes-hommes. On va prendre tout de suite la direction de Madagascar, où nous allons suivre le témoignage en vidéo de Victorine Razafiniarivo, une jeune bénéficiaire malgache de 19 ans qui, grâce au fonds, a pu suivre une formation professionnelle et améliorer sa vie, mais aussi celle de sa famille. On va suivre tout de suite sa vidéo. Tamin'ny formation nataoko tato amin'ny toana, nanao formation nanjaitra. Tena tsy nahay ihany hiditra tato. Dia nandritra ny fotoana niofanako tato, be da be ny zavatra azoko tato. Nahay teo amin'ny lafin'ny fianarana zaitra, dia nafehy zaitra karazany maromaro ihany koa. Dia nafehy ny niaranaina tamin'ny hafa satria fiarahamonina vaovao ny tato. Dia nampianaritra zareo fahaiza-miaina niaraka tamin'ny ankizy hafa. Dia anisan'ny zava-dehibe tena nanamarika anazy satria ny fiainana tany amin'ny fiarahamonina tany ivelany hafa mihitsy, dia hafa amin'ny hoentina no tonga tato. Nisy ny fandraisana aide sociale. Ny aide sociale andraisina nafahako nanampy bebe any ankohonako sy nanampy anahy leo tena. Dia afahako mba mikarakara ny tao an-trano. Dia nafahako nitsaby ankora sanatria nisy ny tsy salama. Dia tena isaorako be da be satria tsy vitanay niofana tamin'ny fanjairana machinista fa mbola nampiana tohanana ara-bola ihany koa. Ny hafatra omeko an'ny vehivavy rehetra toa zany tao anaty fahasahitrana natateraka ny alohan'izany hiditra tao amin'ny koloaina sy tohana ary fiara-miasa tamin'ny OIF. Nefany tsy vitany hoe nanome fampiofanana ry zareo miaraka azy, dia nefa koa manohana anao dia manofana anao ary ny tanjony dia enao hiasa. Dia amin'izay tanjony hoe enao hiasa izay dia enao koa mba mila manampy ny tenanao. Dia isaorana be da be any OIF amin'ny fanampiana rehetrarehetra miaraka amin'ny tohana sy ny koloaina. Dia mankasitraka dia manentana antsika vehivavy rehetrarehetra toa mba hanantona fiofanana miaraka amin'ny OIF. Fa be da be ny tombontsoa azo na ny traikefa na ny fomba fiainana eo aminao manokana na ho an'ny ankohonanao, indrindrandrindra fa eny amin'ny fiainan'ny fiarahamonina. Dia tsy ho avelan'ny zareo hoe hipetra-potsiny izany ianao rehefa vita ny fiofanana, fa manampy be da be anao hitady hisehatra amin'ny araka azy ary ahafahanao manatanteraka an'ilay nofinofy izay tena irinao ao anatinao ao. Dia mankasitraka be da be anareo tompoko. Saotra. Bravo et merci infiniment à Victorine pour ce témoignage. On va continuer cet aspect témoignage justement avec vous, Guillemette. Alors, on vient de voir une illustration d'un projet à Madagascar. Vous êtes également à Madagascar pour un autre projet. Pouvez-vous nous présenter un petit peu ECPAT ?
Alors ECPAT, en effet, qui a reçu le soutien de la francophonie donc, pour le bureau à Madagascar, c'est une association qui travaille sur la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants. ECPAT, à l'origine, ça a été créé en Thaïlande à la fin des années 80, au moment de l'explosion de ce qu'on appelait le tourisme sexuel impliquant les enfants. Et en effet, il y a à la fois des acteurs de la société civile, mais aussi des acteurs du tourisme qui ont souhaité alerter les autorités, alerter le grand public sur l'explosion de ce phénomène. Et petit à petit, donc ECPAT à l'époque, c'était End Child Prostitution in Asian Tourism. Mais finalement, des études ont été menées et puis la réalité du terrain a montré que c'était en effet pas uniquement en Thaïlande, pas uniquement en Asie du Sud-Est et pas uniquement dans le cadre du tourisme. Donc ECPAT est aujourd'hui une association qui travaille sur la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants en général, en particulier d'ailleurs sur Internet aussi aujourd'hui, où c'est un vrai fléau, et dans plusieurs pays, dont à Madagascar, où il y a un bureau et des projets pour améliorer le système de protection et protéger ces enfants victimes d'exploitation sexuelle. Alors comment ce fonds vous soutient-il? Comment votre structure a été sélectionnée pour bénéficier du fonds La Francophonie avec elle, et dans quel contexte c'était? Alors justement, on a bénéficié de la première édition du fonds. C'était en pleine période de Covid. Donc Madagascar a aussi été très touché. Alors pas forcément par le nombre de cas, même s'il y a eu des morts, il y a eu des cas, mais aussi par des dommages collatéraux. Donc une hausse de la violence. Madagascar, il y a eu un confinement très long. Il y a eu des écoles qui ont été fermées pendant très longtemps. Les frontières aussi ont été fermées. Donc beaucoup de gens aussi qui subsistent par le tourisme ont perdu leur emploi, leur activité. Et puis à Madagascar, donc on opère déjà en faveur de jeunes filles en situation d'exploitation sexuelle pour leur proposer des activités génératrices de revenus. Et c'est vrai que ça a été une période où beaucoup de ces activités génératrices de revenus ont malheureusement échoué, enfin, du fait justement de ce contexte économique, de ce confinement et puis de ces situations extrêmement violentes aussi pour beaucoup de femmes, d'enfants. On sait qu'il y a des services sociaux qui ont dû fermer, enfin ça a été interrompu pendant cette période. Donc ce fonds est arrivé à ce moment-là, donc on a postulé. Et le projet donc, a été de proposer justement ces activités génératrices de revenus, mais en proposant une activité collective, donc à plusieurs jeunes filles qui se sont mis en association, et sortir un petit peu des filières un peu traditionnelles qui sont parfois la couture, la coiffure. Alors là on a vu Victorine, ça peut très bien fonctionner, hein, mais parfois des petits élevages et qui avaient été des activités qui étaient un peu mises en échec pendant cette période un peu troublée. Donc on a proposé justement à ces jeunes filles de sortir un petit peu de ces domaines plus traditionnels et d'aller vers un autre domaine. Donc grâce aussi à ce fonds qui nous a suggéré un peu cette idée, mais donc d'aller vers le numérique et de voir qu'en effet c'était aussi possible avec des jeunes filles qui ont en effet un niveau d'éducation très faible, parfois, enfin souvent déscolarisées depuis très longtemps. Voilà. Quel a été le montant de l'aide pour ECPAT? Alors donc ça a été un projet de 70 000 €. Qui a permis donc de développer donc un local informatique solidaire donc qui s'appelle eSurf, qui existe encore aujourd'hui dans la capitale, à Antananarivo, et ça a été donc un montant qui a permis de développer ce projet pendant 1 an, et puis d'assurer aussi la formation des équipes, l'achat du matériel, et puis vraiment un business plan afin que ça soit durable. Enfin, je vais rentrer dans les détails, mais en tout cas, voilà, c'était le montant. Et c'est 11 jeunes filles, donc des jeunes filles survivantes d'exploitation sexuelle, hein, on parle de survivantes, qui ont co-géré ce fonds. Alors aujourd'hui, elles sont plus 11 à co-gérer ce fonds, enfin ce local. Donc c'est comme un cybercafé, hein. Elles sont 3 qui sont toujours co-gestionnaires. Les autres ont fait d'autres choses parce qu'en termes de business plan, c'était pas forcément évident d'avoir suffisamment de revenus, etc. Mais je pourrais revenir sur le business plan. Et quelles étaient les difficultés rencontrées avant d'obtenir ce fonds financier? Alors le bureau à Madagascar a quand même une certaine habitude d'appeler des fonds institutionnels, enfin de travailler avec des fonds. Mais je dirais que les difficultés, donc ça n'a pas forcément été en termes d'obtention du fonds, parce que je pense qu'on avait un bon projet qui répondait parfaitement aussi aux souhaits de la francophonie et de la francophonie avec elle, de venir en aide aux personnes les plus vulnérables, aux femmes victimes de violences, et donc en l'occurrence de victimes de violences sexuelles. Et puis
en apportant aussi justement un domaine qui puisse être durable, pérenne, et puis dans le domaine du numérique. En revanche, la difficulté, c'était de former ces jeunes filles, voilà, donc c'était vraiment sur le projet plutôt les difficultés qu'on a pu rencontrer, et donc de permettre à ces jeunes filles d'être capables de gérer ce fonds et que ça puisse apporter derrière des revenus suffisants pour justement avoir d'autres alternatives à l'exploitation sexuelle, et en l'occurrence à de la prostitution de survie, ou qui était souvent malheureusement la seule opportunité de revenus pour ces jeunes filles. Donc la grande difficulté, c'était de former ces jeunes filles, enfin de les identifier d'abord, les former. Donc il y a tout un package, hein. Il y a une équipe d'éducateurs à Madagascar, d'ECPAD, qui travaille sur l'estime de soi, qui travaille sur le leadership. Ensuite, il y a eu évidemment tout un volet sur le numérique, d'appui aux techniques informatiques, etc., pour pouvoir derrière être en conseil, en appui et en gestion de ce cybercafé. Et puis évidemment un gros volet sur l'auto-entrepreneuriat, enfin en tout cas l'entrepreneuriat, je dirais, simplifié. Donc on a aussi pas mal d'outils qui ont été améliorés à l'occasion de ce projet, et donc comme le Best Game, donc il y a aussi des outils un peu ludiques pour apprendre justement à gérer une activité économique. Donc voilà, donc en tout cas ce qui est sûr, c'est que tout l'appui aussi psychosocial est très important, en plus des techniques, sur un public qui est très fragile, très vulnérable, et avec un background, enfin voilà, avec des niveaux, souvent des personnes qui n'avaient jamais, quasiment toutes jamais utilisé un ordinateur. De leur voilà. vie. On va continuer à parler avec Pat dans quelques instants. On va juste donner la parole peut-être à monsieur Cheikh Omar Diallo, qui est un bailleur privé extrêmement important pour ce fonds. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qui a motivé Total Energy à appuyer cette initiative de l'Organisation internationale de la francophonie? Oui. Total Energy, notamment en Afrique, c'est une présence historique et significative, hein. Aujourd'hui, on est présent dans plus de 40 pays, et on est donc une des multinationales les mieux implantées en Afrique. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que dans le cadre de notre fonctionnement et de nos opérations, on a une vraie volonté de partage de la richesse créée, de la valeur créée localement. Et ce partage, vous le faites de deux manières. La première, c'est les taxes, les impôts, les royalties que vous versez dans le cadre des contrats que vous signez. Mais quand vous êtes une entreprise ou une compagnie responsable, vous ne pouvez pas vous limiter en disant « j'ai fait mon devoir » en payant les taxes et impôts, notamment dans des pays qui sont pauvres. Et donc le deuxième élément, c'est comment vous impactez au niveau des populations. Comment vous avez, disons, vous avez un apport bénéfique pour ces populations-là. Et donc, sur ce projet-là, c'est par rapport à ce souhait d'avoir un impact positif sur les populations que c'est par rapport à cela que nous sommes intervenus dans ce projet-là. L'Afrique, aujourd'hui, c'est le continent qui regroupe le plus nombre de personnes pauvres au monde. Je vous donne un chiffre, je ne vais pas vous abreuver de chiffres. En 1990, dans les années 90, 15% de la population pauvre était en Afrique. 15%. Donc à peu près une personne et demie sur 10. Aujourd'hui, plus de 50% des populations pauvres vivent en Afrique. 57% pour être plus précis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur 30 ans, on a les autres continents, l'Asie notamment, qui sont progressivement sortis de la pauvreté, pendant que malheureusement, même si en nombre, on arrivait à faire sortir les Africains de la pauvreté, comme la population, elle, augmentait, en valeur relative, on est resté très élevé. Donc en pourcentage, on est très élevé. Et quand vous prenez cette pauvreté-là, vous regardez, elle touche les populations précaires. Et les populations précaires en Afrique, c'est qui? Ce sont les jeunes, mais ce sont également, et malheureusement, les femmes. Et on a des centaines de millions de femmes qui aujourd'hui vivent dans la pauvreté et dans la plus grande des précarités. Et quand vous voulez avoir un apport positif sur les populations, vous ne pouvez pas ignorer ces populations. Vous ne pouvez pas ignorer les jeunes, vous ne pouvez pas ignorer les femmes. Sinon, alors vous ne vous adressez pas, vous n'adressez pas correctement le problème. Et donc voilà ce qui fait qu'on intervient également. Maintenant, sans vous cacher, ça s'inscrit dans le cadre de la stratégie globale de la compagnie, hein, puisqu'on a 4 axes principaux aujourd'hui. Un axe qui est naturel, la sécurité routière, parce que ça fait partie de nos opérations. Un deuxième axe qui est également naturel, parce qu'on parle de climat, de protection des littoraux et des océans. Un troisième axe qui est un peu moins intuitif, parce qu'on parle de protection du patrimoine,
dialogue des cultures. Et c'est vrai que quand on parle de Total Energy, peu de gens le savent, peu de gens voient ça, mais nous intervenons également beaucoup dans tout ce qui est protection du patrimoine, le patrimoine culturel. Et le dernier axe, c'est tout ce qui est insertion, éducation des jeunes, avec une priorité sur les jeunes et sur les femmes. Et quand on prend ce quatrième axe, on est tout à fait en phase avec notre contribution dans ce projet-là. Donc sans vouloir être trop long, voilà les éléments. Non, c'est intéressant de voir pourquoi aussi les entreprises s'intéressent à des initiatives comme cela. Donc, cher Omar, pour compléter, vous allez même sur le terrain, vous allez en visite voir concrètement les projets qui sont mis en place. Vous avez été récemment peut-être au Congo, il me semble. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé en termes de besoins et d'opportunités pour les femmes qui ont été soutenues par ce fonds? Donc la mission au Congo a été motivée par le fait qu'on voulait aller voir sur le terrain quels étaient les effets bénéfiques. Je pense que si vous voulez contribuer, vous ne pouvez pas vous contenter de faire ce qu'on appelle trivialement un chèque. Il faut aller aussi regarder, il faut aller aussi écouter les populations, écouter les gens. Et donc nous avons fait cette visite au Congo, nous sommes allés à l'intérieur du Congo. Et c'est vrai que ces voyages vous marquent, hein. Ces voyages vous marquent, ça, il faut le dire, parce que on parle de pauvreté. Mais la pauvreté, c'est pas un concept, hein. La pauvreté, c'est une situation. Et c'est vrai qu'on l'aborde, nous, quand on est dans nos bureaux à Paris ou un peu partout là, on l'aborde sous forme de chiffres, de concepts, etc. Mais la pauvreté, ça va au-delà de ça. Et donc, sur le terrain, ce qui m'a marqué, c'est la précarité. C'est deux choses. C'est la précarité, donc ça fait partie de la première chose, la précarité de ces femmes-là et le nombre. Ça, c'est le premier élément. C'est-à-dire qu'on se rend compte que finalement, elles vivent des situations compliquées que parfois on ne peut même pas imaginer en fait. Et elles sont nombreuses à vivre ça. Et on parle du Congo, mais ça aurait pu être dans un autre pays d'Afrique. Donc, je veux dire, on ne fait pas une focalisation sur le Congo. Ça, c'est le premier élément. Mais le deuxième élément, et qui est porteur d'espoir, c'est de voir, et comme l'a dit tout à l'heure Delphine, c'est que avec des contributions qui peuvent paraître modeste et très modique pour une personne en Europe, puisqu'on parle de 100, 200 euros. Et c'est vrai que quelqu'un dira, mais comment 200 euros peuvent sortir une personne à pauvreté? Oui, avec ça, avec ces montants, on arrive à les sortir de la pauvreté et surtout à les rendre autonomes. Et Delphine citait un chiffre, elle parlait de 80 000 femmes, mais faites un coefficient multiplicateur en disant que chaque femme a 3 à 4 gamins dans sa maison, parce que ces femmes, lorsqu'elles se retrouvent toutes seules, en situation de précarité, elles se retrouvent avec les enfants. Elle se retrouve avec les enfants, c'est-à-dire que le mari ou le compagnon est parti, mais il est parti seul. Et donc vous touchez de manière positive plus de 300 000 à 400 000 personnes avec ces coefficients multiplicateurs. Mais 400 000 personnes, c'est une ville. C'est une ville. Et donc avec des moyens qui ne sont pas forcément des milliards de dollars, hein, ou des centaines de millions de dollars, on arrive à contribuer de manière positive. Et quels sont les retours d'expérience peut-être que vous avez, ressentis et vus de la part des communautés ou des bénéficiaires lorsque vous avez échangé avec elles? Je pense qu'en termes de premier retour d'expérience, c'est ce qu'on vient de dire. Il n'est point besoin de mobiliser des centaines de millions de dollars pour avoir une contribution positive. Ça, c'est un. Deuxièmement, on est avec la francophonie sur des projets qui touchent le cœur même des populations. C'est-à-dire que l'avantage, c'est que l'organisation s'adresse directement aux personnes concernées. On ne passe pas par une multitude d'intermédiaires. Et donc, je pense qu'un retour d'expérience, c'est vous n'avez pas besoin de mobiliser de grandes sommes. Vous ciblez la bonne catégorie de personnes, parce que là, on parle des femmes vulnérables. Déjà, femmes, je veux dire, on parlait de femmes qui sont pauvres, mais vous imaginez une femme vulnérable qui est dans une situation beaucoup plus critique. Et donc, vous touchez la bonne cible. Et dernier des éléments, vous faites, et on s'est rendu compte sur le terrain, qu'il y a un véritable suivi. Parce qu'en fait, finalement, ça ne sert à rien de venir donner de l'argent et puis repartir, prendre son avion. Donc, il y a véritablement un suivi et une évaluation qui font que, et c'est le plus important, et je finis par là, ces projets sont pérennes. Parce que lorsque vous investissez dans ce domaine-là, la vraie question que vous vous posez, deux questions. En quoi la personne devient autonome et en quoi ça reste pérenne? Quand vous n'arrivez pas à répondre de manière claire à ces deux questions, en général, vous hésitez à donner.
C'est extrêmement pertinent ce que vous soulevez, cher Omar. Et Guillemette, peut-être vous allez compléter dans ce volet de la durabilité des projets. Comment voyez-vous, vous, les projets que vous mettez en place avec les partenaires peut-être locaux pour vous permettre de garantir le succès et la durabilité des projets solidaires que vous mettez en place? Oui, la durabilité, c'est toujours la question. Déjà, évidemment, pour les bailleurs et puis aussi pour nous et puis voilà pour assurer l'efficacité et pour les bénéficiaires. Oui, il y a une redevabilité, aussi vis-à-vis des bénéficiaires. Alors, dans l'exemple du projet avec la francophonie de ce local, c'est sûr qu'il y a eu ce business plan qui a été monté. Il y a des solutions qui ont toujours été pensées pour pouvoir continuer au-delà de, évidemment, cette somme qui avait été donnée, donc ça fait déjà 3 ans, hein, pour pouvoir réfléchir à des nouvelles activités à l'intérieur de centres, de faire du coworking, de faire des locations de salles pour des réunions, de faire il y a des boissons, de la petite restauration, enfin des choses comme ça. Donc il y a pas mal de choses qui ont été pensées. Donc l'idée c'était vraiment, je pense que la durabilité elle tient dans le fait de l'appropriation par ces bénéficiaires au départ, dans le fait de les avoir vraiment formés, autonomisés, mais surtout vraiment rendus totalement responsables et co-gestionnaires de ce local, qui est vraiment une source de revenus. Donc celles qui sont parties finalement, la durabilité tient dans le fait qu'elles aient pu soit travailler dans d'autres cybercafés, soit remonter une petite AGR ou quelque chose comme ça. Mais donc il y avait une vraie, et puis aussi une vraie fierté. Donc c'est vrai que toutes celles qui sont sorties se sont senties empowerées, pardon pour la francophonie, donc renforcées et donc vraiment fières. Et donc voilà, il y a vraiment un changement de comportement qui était réel. Et ensuite évidemment oui, c'est travail. Alors par exemple, encore une fois pour ce local, c'était de nouer un partenariat avec un opérateur de téléphonie sur place qui a du coup donné aussi accès gratuit à Internet, qui a aussi participé. Donc en fait ça a aussi entraîné d'autres bailleurs locaux, en tout cas des entreprises, à aussi continuer poursuivre les financements, etc. Et puis après en effet dans ce cas-là on a ce local, donc il a aussi d'autres vocations, et une des autres vocations c'est d'être vraiment le QG de la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet. Donc c'est aussi un lieu où d'ailleurs les représentants de la francophonie avaient pu assister à des séances de sensibilisation qui sont données à des jeunes du quartier ou même à des femmes. Alors des séances sur l'accès à l'informatique de base. Donc c'est aussi voilà un local qui se veut soutenir d'autres personnes vulnérables. Et donc il y a cette espèce de cercle vertueux, et donc il y a ces séances de formation à l'informatique de base, parce que c'est vraiment aussi une grande source d'inégalité, et puis voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont exclues. D'être ce QG, donc d'être aussi une cellule d'écoute en cas d'écoute et de signalement en cas de maltraitance, et en particulier sur Internet, puisqu'on sait que voilà, sur Internet l'exploitation sexuelle, et en particulier d'ailleurs à Madagascar où il y a j'en profite, le phénomène du live streaming, qui sont des viols en direct d'enfants qui sont commandés par des personnes, donc généralement dans des pays en développement, et en l'occurrence également en France. Et donc il y a un phénomène qui se développe justement lié à la pauvreté, etc. Et donc voilà, ce local contribue aussi à lutter activement contre ça et faire de la sensibilisation. Et comment vous avez impliqué les jeunes filles bénéficiaires dans la gestion du projet? Et quel impact vous sentez-vous au niveau de leur développement personnel et même professionnel derrière? Oui, alors c'est ce que je disais, hein, c'était vraiment un impact au départ. Déjà dans l'identification, évidemment, il y avait des critères, parce qu'il y avait quand même pas mal de jeunes filles aussi qui étaient motivées par ce projet, un projet qui était à construire, hein, avec les jeunes filles sélectionnées. Mais donc c'était de définir des critères à la fois sur la motivation, sur évidemment le consentement, la libre adhésion, et être bien sûr que voilà, qu'il y avait une personne derrière qui poussait. Donc voilà, il y a eu aussi énormément de séances d'écoute. Donc ces équipes dont je parlais tout à l'heure, d'éducateurs locaux, pour être sûr pour être à l'écoute, et puis pour pouvoir voilà, être en appui psychosocial de ces jeunes filles. Et puis tout un package donc de formations dont j'ai un peu parlé tout à l'heure, qui sont des formations sur aussi le savoir-être, aussi des formations sur donc voilà, le leadership, des formations sur l'estime de soi, j'en ai parlé, la confiance en soi, et puis ensuite voilà, sur la technique informatique.
et toutes ces formations sur l'entrepreneuriat simplifié. Mais bon, je me répète un peu, mais en tout cas, un package assez solide de formation. Et puis quand même, ce qui est important, c'est qu'une fois le projet lancé, c'est de continuer le suivi, on en parlait, et donc de continuer à être présent parce que ça reste un public très vulnérable, très exposé à la violence. Nous, on est dans le domaine donc, dans l'exploitation sexuelle, donc il y a aussi une difficulté parfois à aller tous les jours travailler par rapport à parfois avoir recours à la prostitution, hein, puisque certaines jeunes filles, même si ça paraît... c'est abominable, mais pour certaines jeunes filles, c'est une solution de survie. Mais quand on a une famille derrière qui parfois pousse, parce qu'il faut ramener aussi de quoi nourrir toute une famille derrière. Donc je dirais qu'il y a beaucoup de risques de rechute, quoi, et de risques. Donc il faut vraiment rompre ce cycle de reproduction de l'exploitation sexuelle. Voilà. Delphine, pour compléter peut-être, quels sont les secteurs qui bénéficient le plus de ce dispositif du Fonds de la francophonie avec elle? Alors il y a tous les secteurs, mais c'est vrai qu'en particulier il y a l'agriculture de subsistance, bien évidemment l'élevage, donc de porcs, de poulets, l'agriculture. Il y a aussi la production, la transformation de produits, donc à partir de base de manioc, le foufou, par des mangues séchées, donc voilà, de types de produits agricoles. Il y a aussi, et c'est un axe qu'on souhaite vraiment renforcer, c'est d'encourager les femmes et les filles d'aller dans des secteurs où elles sont moins représentées. C'est pour ça que le numérique fait partie, bien évidemment, des secteurs où les femmes sont sous-représentées. Il y a un écart extrêmement important. Et puis après, il y a aussi quelques projets sur la mode. Il y a aussi au Cambodge un projet qui a financé une école de danse traditionnelle khmer et qui a permis à des milliers de jeunes filles d'être scolarisées dans cette école et d'apprendre et de devenir professeurs de danse traditionnelle. Nous avons également des projets sur la mode et d'autres sur le numérique. Voilà. Et comment vous mesurez l'impact à long terme de ces projets sur l'autonomie des femmes et sur l'égalité également des genres? Alors, c'est une excellente question. On a fait une revue de la programmation récemment, donc j'ai des chiffres très intéressants à vous partager. Nous avons constaté qu'entre 2020 et 2023, avec l'aide d'un cabinet externe, hein, donc c'est vraiment une étude objective, 90% des bénéficiaires du fonds La Francophonie avec elle ont accru leurs revenus. Donc ça, c'est vraiment un chiffre qui, lorsque vous comparez à d'autres modalités d'intervention de la coopération et le développement, c'est un chiffre très très important. Ensuite, on a un coût bénéficiaire extrêmement bas, on l'a dit tout à l'heure, 250 € par femme bénéficiaire pour la sortir de la pauvreté. Donc ça, c'est un chiffre parlant. Et puis, nous avons donc ce mécanisme d'évaluation, mais maintenant, tout le suivi évaluation est intégré dans le projet. Aujourd'hui, depuis la 4e édition, nous demandons 18 mois de mise en œuvre du projet et 18 mois de suivi évaluation pour être sûr que les femmes accompagnées pendant les 18 premiers mois continuent leur activité et soient renforcées. Et ça nous permet vraiment, et ça c'est quelque chose que je souhaite vraiment ajouter, c'est que quand on va sur le terrain, on visite les projets après 2 ou 3 années d'existence. Parfois on finance plus. On voit qu'ils ont plus de partenaires institutionnels et des entreprises à leur côté, que les femmes nous disent on n'a plus besoin de vous. On n'a plus besoin de vous. Et ça, c'est notre plus grande réussite. Exactement. C'est exactement ça. Cher Omar, quelles sont les perspectives de Total Énergie pour renforcer son engagement auprès des initiatives comme le Fonds de la francophonie pour elle dans les prochaines années? Ouais, sur Total Énergie, les perspectives sont multiformes. Hein. Donc, on intervient dans le financement du Fonds La Francophonie avec elle, mais également dans les pays où nous sommes présents, notamment dans l'exploration-production. Nous intervenons de manière plus massive également. Par exemple, au Mozambique, où nous avons commencé à investir sur une période de 5 ans des centaines de millions de dollars pour sortir les populations de la pauvreté. On appelle ça travailler sur des chaînes de valeur. Bon, ça paraît être un peu compliqué comme concept. C'est simplement faire en sorte que la personne, notamment des personnes du monde rural, hein, parce que c'est elles qui sont très marquées, très touchées par la pauvreté, pour faire en sorte que ces personnes-là mettent en place des activités, que ces activités leur génèrent des revenus et qu'avec ces revenus-là, ils puissent réinvestir et puis eux, progressivement aussi améliorer leur niveau de vie. On le fait, on investit aussi en Ouganda et on va le faire davantage. Et en Ouganda, je suis allé assez souvent. Et j'ai vu, j'ai vu justement des exemples de sortie de la pauvreté
où des gens qui ont été accompagnés, des agriculteurs, ont pu partir peut-être de quelques arts, ils ont acquis des hectares et donc sont devenus de véritables chefs d'entreprise. Et je me rappelle d'une rencontre avec un monsieur qui s'appelle Ézéchiel, qui a créé son entreprise donc agricole. Sa femme est devenue directrice adjointe, sa femme, hein, dans un village, est devenue directrice adjointe. Et donc lui, il dit qu'il a deux fiertés. Il a créé une entreprise, c'était son rêve, une entreprise formelle. Et deuxièmement, grâce à l'entreprise, il a financé les frais, il a payé l'université à ses enfants dans des études d'ingénieur. Vous imaginez, lui qui est au village, qui n'est jamais allé à l'école, qui ne sait pas écrire, ses enfants sont en train de devenir ingénieurs. Et donc, ces enfants vont entrer dans des grandes entreprises et ensuite, eux, avoir d'autres enfants qui seront des cadres supérieurs. Et voilà comment on rentre dans un cercle dit vertueux. Oui. Et donc, voilà comment on souhaite toucher de manière positive les populations. Après, les défis de la pauvreté en Afrique sont énormes. Sont énormes, il faut pas le cacher. Et c'est pour ça qu'il nous faut davantage, notamment pour revenir au fond de la francophonie avec elle, davantage de contributeurs en fait sur ce genre d'initiative qui ne vient pas en opposition avec les autres initiatives mais en complémentarité. Hein. Parce que comme on disait, adresser la pauvreté c'est quand même un gros défi en Afrique et donc on a besoin de tout le monde. Mais sur le fond, la francophonie avec elle, avec les résultats qui sont obtenus et ce que nous avons vu sur le terrain, nous pensons assez modestement qu'un plus grand nombre d'entreprises permettrait donc d'avoir un impact beaucoup plus positif et significatif sur un plus grand nombre de personnes. On arrive presque à la fin de cette palabre. Quels seraient selon vous, une dernière question pour vous, cher Omar, les bénéfices à long terme pour Total Energy de maintenir ce type de soutien à des fonds qui promeuvent vraiment l'égalité des genres? Le monde évolue, les sociétés évoluent. Il y a peut-être 50 ans, 60 ans, vous veniez, comme je disais, vous payiez les taxes, et puis terminé, vous partiez. Aujourd'hui, ce que moi j'appelle la licence d'opérer, votre acceptabilité repose sur plusieurs facteurs. C'est d'abord travailler de manière professionnelle, donc produire de manière professionnelle. C'est ensuite prêtez attention à tout ce qui est hygiène, santé pour vos travailleurs. Mais maintenant, votre acceptabilité, elle vient également sur comment vous avez une empreinte positive sur les populations avec lesquelles vous vivez, hein, ou bien les communautés dans lesquelles vous opérez. Et donc, c'est ce qu'on appelle la démarche sustainability. Désolé encore, on est à la francophonie. Mais bon, durabilité. La durabilité, oui. Voilà, durabilité. Et donc, cette démarche, je pense que pour une entreprise, c'est tout simplement deux facteurs, son acceptabilité dans son environnement et sa pérennité. Et lorsque l'on parle de l'acceptabilité et de la pérennité de l'entreprise, on est au cœur même de l'existence de l'entreprise. Merci beaucoup, cher Omar. On va conclure peut-être avec un mot de la fin pour chacune, ce qui est important pour vous de retenir autour de la thématique de soutien à ces femmes vulnérables pour vous, d'abord ECPAT, et bien entendu pour conclure avec vous l'OIF. Je ne sais pas, Guillemette peut-être, oui. Non, mais j'en profite pour remercier vraiment le Fonds Francophonie avec elle pour avoir vraiment pu lancer ce projet et puis qui est aussi une source d'inspiration pour d'autres femmes puisque ça a été un exemple vraiment de femmes qui venaient de situations très 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 difficiles, très exposées à la violence, etc. et de vraiment s'en être sorties et encore une fois pas uniquement dans le secteur informel, mais dans un secteur formel, dans un secteur numérique, dans un secteur porteur d'avenir. Et puis ça contribue aussi donc vraiment ce projet à déconstruire aussi ces stéréotypes de genre et à montrer aussi que ces femmes aussi sont capables déjà d'avoir des revenus et puis d'être dans un autre domaine moins traditionnel que ce qu'on a l'habitude de faire. Donc voilà, merci. Hein. Et pour vous, Delphine, un mot de la fin. Alors je dirais deux choses. La première chose, ce serait que nous avons besoin de plus de partenariats et nous encourageons vraiment tous les acteurs qui sont mobilisés sur l'autonomisation économique des femmes à rejoindre cette initiative parce que, comme on l'a dit, les résultats sont incroyables. Ils sont tangibles et sont concrets sur le terrain et il y a un effet, comme l'a rappelé Cheikh Oumar, démultiplicateur. Le Fonds La Francophonie avec elle, c'est réellement un tremplin vers l'égalité. Et donc ça, c'est vraiment le mot de la fin, ce serait vraiment ça, ce serait d'appeler tous les gens qui souhaitent y contribuer
à venir à l'OIF pour en parler. Merci beaucoup. Merci à vous, merci infiniment Delphine. Merci à tous. Et merci à Merci vous. à vous Vous également. souhaitez ajouter quelque chose, cher Romain? Mais je pense que tout a été dit. Et effectivement, je peux qu'encourager d'autres partenaires à venir contribuer à ce fonds-là qui a vraiment des effets bénéfiques pour les populations et des effets multiplicateurs comme ça a été souligné. Merci infiniment et merci à vous Guillaumette pour cette participation et merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis aujourd'hui.